Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur ces rencontres de la francophonie, les Voix d'Orléans. Une première rencontre donc après cette conférence brillante de Michel Fouché sur les notions de frontières. Nous allons parler de littérature, la littérature et ces auteurs qui arrivent comme ça par la langue et la francophonie à rompre les frontières. Avec nous, il y a Kim Thuy. Bonjour Kim. Bonjour. Bonjour. On va vous redonner un micro tout à l'heure parce qu'il y a une petite surprise avant. Vous êtes une écrivaine québécoise d'origine vietnamienne. Vous avez publié 3 romans qui ont eu un succès considérable. Vous êtes traduit dans 25 langues et vous êtes une véritable star au Québec. On vous voit partout, à la télévision, à la radio. Et je sais de quoi je parle pour la radio. Et donc vous avez choisi un texte. On va commencer comme ça avec la compagnie L'Idée du Nord qui va lire un extrait de Vie. Vie, c'est votre tout dernier roman, voilà, qui est paru ici en France chez Liana Lévy. Et donc, on a la Compagnie du Nord qui fait cette petite introduction pour nous. J'avais 8 ans quand la maison a été plongée dans le silence. Sous le ventilateur d'appoint apposé au mur blanc ivoire de la salle à manger, un grand carton rigide rouge vif portait un bloc de 365 feuilles. Chaque feuille indiquait l'année, le mois, le jour de la semaine et 2 dates. Une selon le calendrier solaire et une autre selon le calendrier lunaire. Dès que j'ai été capable de grimper sur une chaise, on m'a réservé le plaisir d'enlever une page à mon réveil. J'étais la gardienne du temps. Ce privilège m'a été retiré quand mes frères aînés, Long et Locke, ont eu 17 ans. À partir de ce jour d'anniversaire, que nous n'avons pas célébré, ma mère pleurait chaque matin devant ce calendrier. J'avais l'impression qu'elle se déchirait en même temps qu'elle arrachait la feuille du jour. Le tic-tac de l'horloge, qui d'habitude nous endormait au moment de la sieste de l'après-midi, sonnait soudainement comme celui d'une bombe à retardement. J'étais la petite dernière, la seule sœur de mes 3 grands frères, celle que tout le monde protégeait comme les précieuses bouteilles de parfum derrière des portes vitrées. Même si j'étais tenu à l'écart des préoccupations de la famille en raison de mon âge, je savais que les 2 plus vieux devraient partir sur un champ de bataille le jour de leurs 18 ans. Qu'ils soient envoyés au Cambodge pour combattre Pol Pot ou à la frontière avec la Chine, les 2 destinations leur réservaient le même sort, la même mort. Voilà, la compagnie L'Idée du Nord pour un extrait de Vie de Kim Thuy aux éditions Liana Lévy. Pour la France. Akira Mizobayashi, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi sur ce plateau. On va régler nos... C'est allumé. On a juste une régie qui va s'occuper de ça. Voilà, regardez. Bonjour. Bonjour Akira. Vous êtes un professeur japonais de français, auteur d'une langue venue d'ailleurs, paru aux éditions Gallimard et préfacé par Daniel Pénac, aujourd'hui en collection Folio, voilà, qui est juste ici, que je vous montre, qui est un livre absolument génial. Et puis vous avez aussi publié un roman, Un amour de 1000 ans, et un essai sur l'errance, Petit éloge de l'errance. Alors c'est justement ce que vous avez choisi comme extrait, l'errance, enfin en tout cas l'extrait de cet éloge sur l'errance avec la compagnie L'Idée du Nord. On ne choisit pas sa naissance, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa généalogie, on ne choisit pas son pays, on ne choisit pas ses origines ethniques et raciales, on ne choisit ni son époque, ni son lieu et sa date de naissance, ni donc, a priori, sa langue. Mais parmi toutes ces données hors de notre maîtrise, qui nous sont définitivement imposées du dehors et qui nous fixent, nous arrêtent, nous enferment dans une détermination préalable sans issue ou presque, seul l'espace de la langue semble nous offrir des ouvertures, des échappatoires, si infimes soient-elles. En fait, on peut choisir sa langue, si l'on veut, une langue, des langues, dans toute la symphonie communicante des langues. On peut librement s'approprier une langue, des langues. Et une chose qui mérite d'être notée, c'est que la langue, ou plutôt les langues, sont des biens communs, des espaces publics, des lieux non délimités et non délimitables qu'on peut traverser, fréquenter sans être redevable de quoi que ce soit à qui que ce soit, sans être taxé d'envahisseur. La langue n'est pas une propriété privée.
C'est une terre généreuse, sans propriétaire, où se déroule une fabuleuse fête permanente à entrée gratuite. La langue est la chose, et en disant cela, j'éprouve le besoin de dire tout de suite que ce n'est même pas une chose. La langue est donc quelque chose qui relève, osons le mot, du communisme absolu, c'est-à-dire quelque chose qui est par-delà la situation babélique du monde, le plus universellement partagé et partageable, plus que le ciel qu'on regarde, plus que l'air qu'on respire, qu'il est réjouissant et consolant de savoir qu'on n'est pas fatalement et pour toujours enfermé dans une seule langue, qu'on n'est pas inévitablement prisonnier de sa culture propre. Akira Mizobayashi, faut-il errer pour s'approprier une langue? Est-ce que ça aide l'errance? Oui, je crois qu'il faut oser partir très loin pour rencontrer quelque chose de radicalement différent de soi et pour regarder le pays ou le paysage dans lequel on est né, pour s'éloigner de ce qui est naturel et de ce qui est premier, de ce qui est maternel, de ce qui est presque national, je dirais national enfin. En le disant, je pense à deux écrivains. Le premier, deux écrivains qui sont très éloignés l'un de l'autre, dans le temps et dans l'espace. Le premier, c'est Montesquieu. Il a dit, je crois, ça se trouve dans un recueil de pensées qu'on appelle Pensées. C'est peut-être pas textuellement précis, mais en tout cas quelque chose qui est comme cela. Je suis nécessairement homme, et je ne suis français que par hasard. Ça, c'est le premier écrivain. Le deuxième, il est beaucoup plus proche de nous. C'est un contemporain. C'est un écrivain, comment dire, haïtien, d'expression française. Il est académicien aussi, c'est Dany Laferrière. Il a dit quelque chose de magnifique pour moi. Le lieu de naissance d'un écrivain, c'est sa bibliothèque. Voilà. Alors, c'est une formule qui me convient tout à fait. Je fais abstraction de mon appartenance nationale quand j'écris. Et j'écris en français, j'écris en japonais aussi, mais surtout quand j'écris en français, c'est une manière de faire abstraction de mon appartenance nationale. Alors racontons rapidement votre histoire, Akira, parce que dans ce livre, Une langue venue d'ailleurs, vous racontez comment vous avez découvert le français, comment vous en avez fait aussi l'une de vos langues. Vous dites que le français vous a offert la possibilité de recommencer votre vie. Vous êtes au Japon, vous êtes un jeune étudiant, au début des années 70, et à ce moment-là, vous ennuyez un peu dans votre langue, comme si les mots, les phrases ne vous convenaient pas. Voilà, c'est certainement lié au contexte extrêmement politisé et politique de l'époque. J'étais lycéen et donc j'observais, je regardais de loin les événements extrêmement violents, les manifestations estudiantines, etc. Je crois que vous vous souvenez de l'image de ces étudiants casqués qui étaient extrêmement violents, qui affrontaient les forces de l'ordre. Et évidemment, je n'étais pas étudiant à l'époque, j'étais au lycée, mais ces événements-là pénétraient
dans les lycées, dans les écoles, même jusque dans les collèges, il me semble. Et autour de moi, il y avait beaucoup d'imitateurs de ces étudiants. Imitateurs. C'est-à-dire que je n'entendais que des slogans vidés de sens, extrêmement, comment dire, pauvres de sens. Et je crois que c'est cela qui est à l'origine d'un malaise que je portais à l'époque en moi par rapport à ma langue d'origine. Je détestais ce genre comment dire, de discours dominant qui se répétait sans aucune remise en cause. Alors, je n'avais qu'une solution, c'est le mutisme. Je m'enfermais dans une espèce de silence et c'est à ce moment-là que j'ai découvert une autre langue, c'est la littérature. Alors, avec la radio, hein, vous écoutez des leçons de français à la radio. Voilà, quand j'ai accédé à l'université, j'ai commencé à écouter des leçons de français à la radio. Et puis, avant de choisir donc, la langue française, j'avais rencontré un auteur, un philosophe japonais qui, à l'époque, il vivait à Paris. Et c'était un professeur de japonais, de littérature japonaise à l'INALCO, au Langzhou. Et il envoyait régulièrement des textes, comment dire, des articles et des réflexions sur la langue française et puis sur la culture française. Et un jour, lors d'un examen blanc, je suis tombé sur un de ces textes. Et comme ce texte était écrit dans un japonais qui ne ressemblait à aucun autre japonais, une langue magnifique, qui était radicalement donc différente de la langue que j'entendais autour de moi, la langue vidée de sens, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que ce monsieur, ce philosophe, peut s'exprimer dans un japonais aussi radicalement éloigné de celui qui m'est familier? Alors si c'est la langue française et si c'est la culture européenne qui lui permettent de s'exprimer ainsi, il y a quelque chose de formidable dans cette langue et dans cette culture. Et c'est comme ça que j'ai été guidé vers la langue française. Et Rousseau devient votre modèle absolu. Et en 1973, eh bien, vous partez à Montpellier avec une bourse d'études. Vous avez un peu inquiété vos parents, hein, vous le racontez dans le livre, parce qu'être concentré comme ça sur la langue française, oui. Même si votre père n'est pas du tout réfractaire, hein, il vous encourage. Et alors, ça change votre vie, on va y revenir tout à l'heure. Kim Thuy, vous, comment... Excusez-moi, avalez votre gorgée d'eau. L'histoire de Montpellier et tout. Non, mais on va y revenir. Vous parliez déjà français avant d'arriver au Québec? Non, pas tout à fait. Et j'aimerais juste rebondir sur la lecture du texte de M. Akira, parce que je me demande si on peut choisir sa langue. Dans mon cas, peut-être parce que le vietnamien est très politisé, ou sinon la langue est politique. Le Vietnam du Nord était séparé du Sud de 1954 jusqu'en 1975. Et donc le Nord, le vietnamien du Nord a évolué très différemment que le vietnamien du Sud. Le Nord est devenu un vietnamien communiste avec la terminologie communiste, et puis le Sud a évolué avec le vietnamien américanisé, je vous dirais, avec le Coca-Cola, et avec le rock et tout ça, alors que le Nord, c'était la socialisation et tout ça. Et donc j'ai quitté le Vietnam à l'âge de 10 ans. Je parlais avec l'accent du Sud parce que je viens de Saigon. Et quand j'étais avocate, j'ai eu la chance de retourner travailler au Vietnam, mais dans le Nord, à Hanoï. Et donc toute la terminologie juridique, je l'ai apprise avec le vietnamien communiste et avec l'accent du Nord. Et je vous dirais, la différence entre le Nord et le Sud est aussi marquante que le français québécois et le français de France, par exemple. Le français international. Oui. Comme on dit là-bas. Désolée. Là, vous voyez comment c'est politique. Oui. C'est ce qu'on dit au Québec, le français international. Oui, et le français québécois. Et du coup, je suis retournée à la maison de temps en temps, aux 3 mois. Et je parlais avec mes parents, ils me demandaient qu'est-ce que je faisais, et je racontais les sujets qu'on abordait.
Et ils m'ont dit, mais t'es devenue communiste, t'es une princesse rouge. et donc, pour eux, c'était impossible de m'entendre parler. Mais ces mots-là, je ne savais pas comment les prononcer avec l'accent du Sud, parce que j'avais appris avec l'accent du Nord. Et puis le français, c'est vrai que j'ai été élevée dans une famille qui avait accès à l'éducation française. On avait des livres français à la maison, mais j'étais trop jeune en fait. Quand les communistes sont arrivés, j'avais 7 ans. Et donc l'éducation de la langue française a été arrêtée quand j'avais 7 ans. Et oui, on continuait à apprendre un petit peu en cachette à la maison parce qu'il ne fallait plus entendre les langues étrangères comme le français, l'anglais et tout ça. Et donc, le seul souvenir que j'avais quand je suis arrivée au Québec, c'était « Toc, 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 qui est là? C'est Simone ». Alors, c'était dans les textes qu'on apprenait. Ouais. Et puis, il y a la deuxième version aussi, Toc Toc Toc, qui est là, c'est Nicolas. Ouais. Mais bon, les deux ne servaient absolument à rien quand je suis arrivée au Québec. C'est comme nous, nos cours d'allemand ou de français avec Dieter et compagnie, on a tous vécu ça. Et de mon grand-père, c'était nos ancêtres, les Gaulois. Ouais. Vous voyez, donc ça aussi, ça ne servait à rien. Quand on est arrivé au Québec, il ne fallait pas dire ça, même si le Québec se considère très gaulois de se battre contre, ou sinon résister à la vague, à la pression de la culture américaine. Et, dans la première phrase au Québec, c'était « c'est tellement le fun ». Oui, c'est tellement le fun, c'est frais, c'est laid. Arrête donc de me chicaner avec ça. Oui, ça n'a rien à voir. Et quand on arrive au Québec, il y a la loi 101 qui impose aux immigrants d'étudier en français. Donc, à moins qu'on prouve que les parents étaient des anglophones. Mais personnellement, je vous dirais que nous, on n'a pas... moi, j'ai pas été obligée à la langue française. Quand on est arrivé, on a été accueillis avec tellement de chaleur, tellement d'affection de la part des Québécois que vraiment, il y a eu un moment d'amour dès la première seconde. Ils étaient là, à la sortie de l'autobus, ils nous ont pris, même si on était très sale, on arrivait d'un camp de réfugiés, donc on avait des infections partout, on avait des poux dans les cheveux, et ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la diarrhée chronique qu'on avait. Et malgré tout cela, ils nous avaient pris physiquement, et ça, c'était le premier choc culturel, je vous dirais, pour une Asiatique. Voilà. Et donc, d'être soulevé par ces géants, comme ça, dans les bras. Les bûcherons, c'est ça que vous en souvenez. De toute façon, j'ai pas grandi depuis, et donc, tout le monde reste géant pour moi. Et dans le camp, vous voyez, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, donc nécessairement, il n'y avait pas de miroir. Donc, on ne s'était pas vu depuis 4 mois dans notre cas. Et la première fois que je me suis revue, c'était dans les yeux de ces gens-là, qui nous ont vraiment, qui n'ont pas hésité à nous prendre dans leurs bras. Sans jugement. Ouais. Oui, et plus que ça, il y avait une certaine pureté dans leur affection. Il y avait aucune arrière-idée, en fait, pourquoi. Et ça vous a marqué, ça vous a. Tout à fait. Ça vous a incité à leur donner quelque chose. C'est pour ça que vous écrivez là-bas, que vous êtes publié là-bas. Non, de tomber amoureuse de la personne devant nous, sinon de cette culture. Donc, j'ai appris le français par amour, mais on est arrivé au Québec par hasard. On n'avait pas choisi le Québec. Le Québec nous a choisis. Et donc, c'est la langue française qui nous a adoptés. Et puis après ça, l'anglais, je maîtrise assez bien l'anglais parce que quand j'étais avocate, à Montréal, on doit nécessairement utiliser l'anglais. Et donc, toutes ces langues m'ont tombé sur la tête plutôt que donc, vous êtes à l'aise dans 3 langues, vous sans maîtriser aucune des langues. Je fais encore énormément. Comment ça, sans maîtriser aucune des langues? Vous maîtrisez, vous écrivez des livres? Non, mais j'ai des correcteurs, j'ai des réviseurs. Non, je me mêle encore. Je ne sais pas encore si on dit sur un bateau ou dans un bateau, par exemple. Ça dépend où on est sur le bateau. Donc, je fais encore beaucoup Si vous êtes dans la cale, vous êtes dans le bateau. Ah oui, c'est vrai? Non, je plaisante. Oui, sans doute, ça peut. Mais c'est laquelle des deux prépositions? C'est sur ou dans? Non, c'est sur le bateau. C'est sûr? Oui, sûr, on part sur un bateau. Mais on est dans un avion. On est dans un avion. Et pourquoi? Est-ce que vous êtes sur Paris? On ne peut pas être sur un avion, en fait. Mais c'est quoi l'expression d'arriver? Est-ce que vous arrivez sur Paris? Mais ça, c'est n'importe quoi. Ça se dit pas. Comme les gens du Sud disent, on monte à Paris.
Ah Comme oui, s'il y avait une d'accord. montée, parce qu'il voit la carte de France par étant. Oui, mais il y a le nord, on met sur Paris. c'est vrai. Ça, j'ai jamais compris. Désolée. Bon, alors c'est très intéressant ce que vous dites sur Hanoï et sur Saïgon, parce qu'effectivement il y a de grosses différences. Il y a un livre que je vous conseille, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais procurez-vous-le si vous avez l'occasion, c'est Lolita Séchant, qui est la fille de Renaud, qui a été 10-15 fois au Vietnam, qui a eu une rencontre très affective avec une jeune fille, voilà, mais amicale, et elle raconte justement les différences entre les deux. Voilà, cela dit en passant. Votre choc culturel, vous, Akira, quand vous êtes arrivé à Montpellier, alors on a entendu celui de Kim Thuy, mais vous arrivez, alors je me souviens dans votre livre, vous racontez que vous arrivez à la cité universitaire et vous taillez vos crayons. Et là, il y a quelqu'un qui vous regarde, je crois que c'est un professeur, qui vous regarde tailler le crayon, il vérifie un peu ce que vous faites, et vous avez une boîte de vache qui rit, et vous mettez les copeaux du crayon dans la vache qui rit. Et le type vous regarde complètement halluciné, en disant si tous les étudiants faisaient ça, l'université serait plus propre. Donc il y avait un décalage, hein, vous étiez déjà en décalage avec les autres étudiants. Vous avez ces sentiments-là? Ce genre d'épisode, il y en a beaucoup. Et oui, effectivement, c'est cet épisode qui m'est resté, donc je l'ai raconté dans mon livre. Voilà, au Japon, les élèves, même jusqu'à l'université, quand on passe un examen, on n'utilise pas de stylo. Et tout le monde utilise un crayon. Et c'était mon habitude, donc c'est ce que j'ai fait. Et pour moi, écrire avec un stylo à encre ou un stylo ordinaire, nécessairement la copie était malpropre. Hein. Il fallait biffer. Et c'était pour moi une sorte de manque de respect à l'égard du professeur. Donc il fallait que ma copie soit impeccable, propre. Donc dans le prolongement de mes études au Japon, j'ai osé utiliser un crayon à papier et il fallait absolument tailler le crayon à papier de temps en temps parce que c'était un examen qui durait presque 4 heures. Et pour ne pas salir l'amphithéâtre, j'avais apporté une boîte de vache qui rit vide et à un moment donné, le professeur se promène entre les rangs et il passe devant moi, il s'arrête et il me dit vous avez raison, l'examen dure 4 heures, il faut se nourrir pendant l'examen. C'est ce qu'il m'a dit et j'ai été complètement stupéfait par cette réflexion. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert ma boîte et je lui ai montré ce qu'il y avait dedans. Stupéfaction de sa part. Et il m'a dit voilà, si tout le monde était comme vous, il s'est arrêté là. Ouais, j'ai traduit derrière, c'est vrai. Ouais. Alors, vous dites que la langue française, c'est une musique. Oui. Alors, toutes les langues sont des musiques. Il y a une musicalité comme ça, on est tous d'accord avec ça. Sauf que vous, le grand paradoxe, c'est que vous dites que l'amour du français est venu par la musique. Expliquez-nous, Akira. Alors, c'est en relation avec mon milieu familial. Alors, il se trouve que notre père, j'ai un frère qui est plus âgé que moi de 4 ans. Très tôt, notre père a voulu nous initier à la musique. Il a donné à mon frère le violon, à moi le piano. Et donc dès l'âge de 4 ans, j'ai commencé à faire du piano. Mon frère, dans un premier temps le piano, mais tout de suite il est passé au violon. Mon frère a continué son violon jusqu'à l'âge de 18 ans et il a poussé tellement loin son art du violon qu'il peut interpréter à peu près tout ce qu'il veut interpréter. C'est-à-dire il n'est pas devenu musicien professionnel, mais c'est un amateur, un violoniste amateur de très très haut niveau, tellement haut niveau qu'il peut jouer avec des professionnels. En ce qui me concerne, j'ai abandonné mon piano au bout de 4 ans. Voilà. Alors, ce qui m'est resté, c'est que c'est les leçons de violon données par mon père
à mon frère, alors que mon père n'était pas musicien. Un non-musicien donnait des leçons de violon à mon frère. Et j'ai assisté pendant toute mon enfance et presque pendant une partie de mon adolescence à ces leçons de violon données par mon père à mon frère. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la langue française, je me suis dit, mon frère a un instrument, le violon. Et moi qui ai abandonné le piano, je n'ai rien. Et je me suis dit, le français qui m'a été donné, ou que j'ai essayé de découvrir à partir de ce moment-là, ce sera mon instrument. Et c'est comme ça que j'ai privilégié une approche de la langue française assez musicale. C'est-à-dire que je suis entré dans l'univers de la langue française, je l'ai dit tout à l'heure, par une écoute frénétique des leçons de radio données, des leçons de français à la radio, avec deux invités, un français, un très célèbre metteur en scène, Nicolas Bataille, et une française qui était résidente à ce moment-là à Tokyo. Donc c'était une sorte de mon pain quotidien, 20 minutes de français tous les jours. Et un jour, au bout d'une semaine d'écoute, au mois d'avril, en 1970, je crois, j'ai dit à mon père, c'est dommage que ces leçons, une fois que je les ai écoutées, elles sont définitivement perdues. Et ça n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Et au bout d'une semaine, j'ai reçu un énorme magnétophone Sony à la maison. C'était un cadeau extraordinaire de la part de mon père, alors que c'est le magnétophone Sony, il coûtait très très cher. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pu enregistrer toutes les leçons de français à la radio jusqu'au jour où je suis parti pour Montpellier. Donc pendant 3 ans et demi, j'ai écouté ces leçons-là grâce à ce magnétophone de façon un peu frénétique, peut-être 40 fois, 50 fois la même leçon, à tel point que mon père, un jour, s'est inquiété d'après ma mère. Est-ce qu'un être humain normalement constitué peut écouter la même leçon 40 fois? Voilà. C'est comme ça que je suis entré dans l'univers de votre langue. Et alors du coup, oui, c'est vrai, le magnétophone, allez-y, vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Le magnétophone, pour nous, c'est la musique. Donc voilà, tout se rejoint. Et vous écrivez, oui, le français est un instrument de musique pour moi. Kim Thuy? Là, je vous dirais, je pense que c'est peut-être asiatique, ce truc. Vous avez aussi un magnétophone Sony? Non, c'était un peu différent, mais pour ma mère, chaque langue a une musicalité. Oui. Et la langue vietnamienne est monosyllabique. Elle se construit avec des tons. Donc, j'ai toujours l'impression que la langue vietnamienne est verticale, alors que la langue française est horizontale, parce que vous ajoutez des sons pour créer d'autres mots, alors que nous, on change d'accent pour donner d'autres vocabulaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur avec le mot « rebelle ». Je pensais que « rebelle » voulait dire « belle de nouveau ». Parce que vous ajoutez un autre... donc, vous construisez la langue comme ça. Oui. Et j'étais tellement certaine de cette définition, parce qu'au Vietnam, ma mère me disait toujours, si tu utilises des mots méchants ou tu parles des sujets sales, tu vas salir ta bouche et puis tu vas perdre ta beauté. Ouais. Et donc, j'ai dit, mais en français, on a le droit à la rédemption, parce qu'on peut être rebelle. Et j'ai fait toute une dissertation
Et j'ai pas cherché dans le dictionnaire parce que c'est évident, Ouais, non? c'est ça. Belle, rebelle. Oui, c'est vrai. Mais comment on peut être à nouveau belle? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi. Ben non, mais On c'est est, ça. on est belle ou on est moche. Voilà. Ben, c'est ça. Non, mais c'est la On beauté n'est pas rebelle. intérieure, la beauté intérieure. Donc, il fallait être bon et tout. Et donc, j'ai fait toute une dissertation sur le mot rebelle, dans le sens de belle de nouveau, hein, avec cette notion de... Et j'ai eu 0. Évidemment. C'est dommage parce que c'est philosophique Mais pour vous, le coup. vous avez été certainement très déçu quand vous avez découvert le vrai sens de ce mot. Ben oui, et là j'ai dit mais le français n'est pas logique. Et on m'a dit ben non, ça vient du latin et puis bon. Mais c'est pour ça que vous êtes devenu un peu rebelle dans l'âme. J'espère. Et en fait, donc quand on est arrivé au Canada, on n'avait pas de sous et le premier livre qu'on a osé acheter, c'était L'amant de Marguerite Duras. Oula, oui. Et parce que ça parlait du Vietnam forcément, et oui. tout. Et j'ai un oncle qui a 7 ans de plus que moi, qui parlait déjà français avant d'arriver. On habitait ensemble. Et on a osé aller acheter ce livre qui coûtait $15. Et on savait qu'on pouvait nourrir notre famille au Vietnam pendant 1 mois. Donc il y avait un sentiment de culpabilité profonde. Et donc il s'assoyait et il m'a lu le livre phrase par phrase pour m'expliquer pourquoi la langue de Duras était exceptionnelle. Parce qu'à mon niveau, je ne comprenais pas, en fait. Et ma mère, même avant Duras, elle disait pour apprendre une langue, il fallait faire des dictées. Parce que comme ça, on voit la structure de la langue derrière. C'est comme si on enlevait les murs, on voyait la charpente. Et donc, on a fait la dictée de tout le livre, du début jusqu'à la fin. Et donc, avant, c'était les dépliants publicitaires qu'on recevait gratuitement. Donc, j'apprenais des lettres du maire hein, qui annonçait un projet ou De un Monsieur festival. Carré, déjà, qui était... Oui, voilà. Mais son texte était magnifique. Donc, j'aurais aimé faire la dictée de votre texte. Et après... Attendez, bougez pas. Tout s'organise avec le maire. Vous savez, ici, ouais, quand il y a des idées, il nous les annonce l'année suivante. Hein, donc, on fera une dictée de votre discours. Et finalement, elle disait il fallait apprendre par cœur pour avoir le rythme de la langue. Ouais. Et en plus, avec la langue vietnamienne qui est monosyllabique, il y avait une grande différence. Donc j'ai appris le livre par cœur pour qu'on ne gaspille pas, même pas une virgule de ces $15, vous voyez. Et le problème, à la fin de tout cet exercice, c'est que j'avais 14-15 ans et j'allais à l'école, évidemment. Et bon, à 14-15 ans, on se parle cool, hein. Alors, au lieu de dire, ah, t'as pas l'air de... En québécois, t'as pas l'air de filer. Hein, to feel. En anglais, t'as pas l'air de filer, toi. Et au lieu de dire ça, je disais, oh, mais ton visage dévasté. Détruit, dit-elle. Et donc, du coup, j'avais pas d'amis du tout. J'ai traversé ces années seule. Mais alors, c'est étonnant parce que Akira Mizobayashi, c'est exactement ça. Vous apprenez la langue avec Rousseau, avec les auteurs du 18e, et quand vous arrivez en France, vous avez un langage un peu suranné. Hein, vous avez un langage un petit peu décalé. Et on vous dit, oui, tu t'exprimes très bien en français, mais il y a un truc qui cloche. On a l'impression que c'est pas vraiment fluide, parce que vous parlez comme les auteurs du XVIIIe siècle. Voilà, oui, c'est le professeur dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui a été surpris par la présence d'une boîte de vache qui rit. Moi, j'étais très jeune. On m'avait mis dans un centre qu'on appelle le centre de formation pédagogique. J'avais une vingtaine d'années et tous mes camarades étaient des professeurs déjà confirmés dans leur pays, donc ils avaient 20 ans de plus que moi. Et je n'étais pas venu à Montpellier pour avoir une formation pour devenir, pour avoir des leçons exclusivement spécialisées dans la pédagogie du français. Moi, j'avais 3 ans de français derrière moi, donc j'avais encore besoin de me perfectionner dans cette langue. Donc je suis allé voir le professeur en question et je lui ai demandé si je pouvais changer de classe. Alors, à ce moment-là, il m'écoute avec une attention particulière et il me dit mais vous parlez très très bien, presque comme un livre.
Et pourquoi vous éprouvez le besoin de changer de classe? C'est conforme à votre niveau. Et justement, je ne veux pas parler comme un livre. Je veux parler comme les autres. Donc, mettez-moi dans une autre classe, non pas avec des professeurs, mais avec des étudiants. Voilà. Et on vous dit aussi, pour un Vietnamien, tu t'exprimes bien en français. Ça, voilà, oui, on m'a souvent pris pour un Cambodgien, pour un Vietnamien, pour un Mongol, pour un Chinois, mais très très rarement pour un Japonais. Oui. Alors que quand je vais au Japon, souvent on pense que je suis japonaise. Oui. Et vous pouvez être parfaitement une Japonaise. Oui, et donc le premier mot que j'ai appris en japonais, je suis allée dans une place d'information pour touristes. Oui. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me montrer comment dire que je suis vietnamienne? Oui. Parce que les gens me parlent toujours en japonais et j'ai aucune idée, je ne sais pas comment répondre. Oui. Et c'est Betonamujin des. Voilà, donc j'ai appris, voilà, c'est mon seul mot japonais. Oui. Je suis vietnamienne. Parfaitement prononcé, là. Oui. Et pour revenir à Daniela Ferrière, il a écrit « Je suis un écrivain japonais ». Exactement. Et la citation dont vous avez parlé tout à l'heure vient de ce livre-là. Oui. Peut-on habiter le français, comme disait Cioran, quand on est étranger à cette langue, Kim Thuy? Je pense que je ne l'habite pas, mais elle m'adopte. Donc je me sens encore comme une enfant adoptée dans cette famille. Dont il y a beaucoup d'insécurité, mais en même temps, le fait d'avoir une connaissance en anglais, une connaissance un peu en vietnamien, ça me permet de comprendre le français un peu mieux, de la même manière pour les deux autres langues. Et vous voyez, par exemple, il y a des notions, des mots que j'ai dans les deux autres langues, mais pas en français. Et l'inverse aussi est vrai. Et du coup, il y a des notions qu'on découvre pendant l'écriture, comme dernièrement, juste le mot « home »,« sweet home ». Et le mot « home » est tellement banal, mais il n'existe pas en français. Donc l'expression « home, sweet home » n'est pas traduisible. Et j'ai découvert, dans l'autre sens, j'étais à Toronto, il y avait un journaliste comme vous qui m'avait demandé « Qu'est-ce que l'écriture pour vous ?» Moi, je ne pose pas ce genre de questions. Ouais. Et là, j'étais, je ne sais pas, je savais qu'il y avait des francophones dans la salle à Toronto, et je lui ai dit « Wow, writing is like… » Et là, je l'ai dit en français. J'ai dit c'est comme la jouissance. L'écriture me donne la jouissance. Et j'ai dit jouissance, mais en français. Et il ne savait pas c'était quoi, donc j'ai demandé à la salle si quelqu'un pouvait m'aider. Et il n'y a personne qui connaissait le mot jouissance. Et ça fait 2 ans que je cherche la traduction. Et on ne sait toujours pas, il n'y a pas ce mot. Et donc il m'a demandé, mais expliquez alors le mot. C'est compliqué. Ah bah oui, là. Et je pense que, je ne sais pas si mon explication est juste, donc vous me dites, parce que je cherche toujours le champ sémantique du mot. Oui, on peut trouver dans le dictionnaire, mais un mot ne vit pas que dans le dictionnaire. Il est vivant, et donc on a besoin des vivants pour nous. Et donc j'ai dit que la jouissance, c'est plus que le plaisir, je crois, mais c'est moins que l'orgasme. Ben, pas moins, mais différent. Disons que ça s'accompagne, quoi. Ouais, et je disais que l'orgasme, c'est quelque chose de très court, très intense, très vif, alors que la jouissance est ronde et pleine et longue. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Alors, je ne sais pas si on peut… Bon. Est-ce que vous pensez… Oui, j'ai l'impression que la jouissance est ronde. Non, mais je vais compliquer encore les affaires qui me tuent. Il n'y a pas d'enfants qui nous écoutent, on n'est pas à la radio, on peut y aller. Non, mais parce qu'on peut parler de la jouissance d'une propriété. Dans un rapport sexuel, Kim, quand on est à l'orgasme, on dit qu'on jouit en France. Mais est-ce que c'est la jouissance? Bah oui, enfin voilà, tu vois. Mais non, mais s'il existe 2 mots, c'est-à-dire il y a 2 notions. Oui, mais on ne dit pas j'arrive à l'orgasme, on dit je jouis. Ben là, vous êtes confondu. Voilà. Voilà. Moi, je suis confondue. J'étais à Harvard et on a discuté pendant 1 heure sur pourquoi il y a 2 mots pour partouze et orgie. Ah. Non, mais quelle est la différence entre les deux?
Moi, j'ai pas du tout préparé ce genre de questions. Moi, je peux pas enchaîner. Non, mais pour quelqu'un de... J'ai passé 2 heures à préparer cette conférence, Kim. C'est du gâchis. Non, mais quand on est de l'extérieur, on se pose toujours Oui, bah cette oui. question. Oui, oui. Oui. Et là, on m'a dit, ah, mais c'est peut-être la nature de la chose. Il y en a un, c'est sexuel, et il y en a un qui n'est pas sexuel. Entre Orgie et partouze. Non, c'est un peu les deux sexuels, mais on en reparlera tout à l'heure, non? Oui. Pas tout à l'heure. Non, mais la frontière de la langue. Est-ce que je peux revenir à l'expression Je vous habiter en le prie, français? Akira. Je vous en prie, allez-y. Quelle expression, pardon? Habiter le français. Oui, très bien, très très bien. Sur rang. Est-ce que je peux revenir à cette expression-là? Allons-y. Jouir le français? Non, sur On peut dire ça rang, là, Kim. On a Non. oublié maintenant. Habiter le français. Habiter le français. Alors, vous n'avez pas le sentiment d'habiter le français? Non. 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 Oui. Mais ceci dit, je pense en français. Oui, mais Heureusement qu'il y a un c'est une animateur, formule hein. qui vient de Sioran Heureusement qu'il est là. et que j'adopte volontiers. J'ai le sentiment d'habiter le français. Est-ce que vous réfléchissez en français? Où je réfléchis, je rêve, je pense, je sais pas. Voilà. Vous rêvez en français? Non, mais ça, c'est une vraie question. Pardon? C'est une vraie question parce que quand on est partagé entre plusieurs langues, Oui. on dit souvent qu'on rêve dans sa langue natale. Vous rêvez en Alors moi, français? je rêve en français très facilement. Oui, oui, très souvent. Même, je rêve dans les deux langues. Hein. Je rêve dans les deux langues, mais peut-être je ne sais pas. Je crois que c'est plus fréquent en français. Oui. Ouais, ouais. Kim? Alors, Ouais. Pardon. donc Jamais en j'aimerais- vietnamien parce que j'ai pas assez de mots en vietnamien pour Ah les oui. émotions. Donc, Ah par oui. exemple, triste, j'ai le mot triste en Oui. vietnamien, mais j'ai pas la mélancolie, la nostalgie, la frustration, l'irritation et tout ça, parce que toutes ces émotions sont arrivées après l'âge de 10 ans. Ah Donc, oui. une fois arrivé D'accord. au Québec. Oui, oui. Voilà. Mais vous rêvez avec ces mots-là, vous, avec la mélancolie? Non, Non. orgie partout. Non, mais non, mais je la relance, va. Mais non, mais j'ai rien dit, Alors, Akira. pour moi, Je vous avais promis, hein, que ça allait être exceptionnel. j'ai le sentiment d'habiter le français et je reprends volontiers la formule de Sioran. Alors, c'est une manière pour moi d'indiquer une sorte de proximité affective par rapport à la langue. Et en deuxième lieu, pour moi, c'est une manière de dire que je n'habite pas la France. Je suis japonais, comme ça a été indiqué dans la lecture. Je vis à Tokyo, je continue à travailler à Tokyo, mais j'éprouve un besoin très très fort, viscéral, d'écrire en français. Et c'est peut-être cela qui me distingue un petit peu des autres, puisqu'il y a beaucoup d'écrivains français d'origine étrangère. Il y en a même deux japonaises qui écrivent directement en français, Aki Shimazaki par exemple au Canada, et une autre personne qui vit à Paris. Et ce sont des japonaises, et puis ce sont des écrivains d'origine étrangère qui écrivent, donc qui ont décidé d'écrire en français, mais qui habitent en même temps l'espace francophone. Alors que moi, je ne vis pas dans l'espace francophone, mais je continue à écrire, et c'est presque vital pour moi, je continue à écrire en français. Il y a une expression, je crois, très savante, qui est écrivain allophone. C'est-à-dire, un écrivain allophone, c'est un écrivain d'expression française dont la langue maternelle ne correspond pas à la langue du pays qu'il habite. Et voilà, ces deux japonaises dont j'ai parlé, ce sont des écrivaines allophones, mais moi, je ne suis pas écrivain allophone, puisque j'habite le Japon, qui n'est pas un espace francophone. Et c'est pour dire un peu cela aussi que je dis j'habite le français. Je n'habite pas la France, j'habite le français. C'est la seule manière pour moi de dire, de maintenir ce lien extrêmement ténu, mais extrêmement fort aussi, avec quelque chose qui relève
de l'espace français, de l'espace francophone. Alors, il y a le linguiste Alain Ray qui fait une distinction très claire entre la culture en français et la culture française. Ce sont deux choses radicalement différentes. Ouais. Je vais juste rebondir là-dessus. Pour moi, la langue française, c'est vrai que je ne sens pas que je la maîtrise et je vieillis en plus. Et donc, plus j'y vais, moins de mots que je possède. Mais le français, par contre, représente la liberté pour moi. Le français nous a donné une voix. Vous voyez, quand on a quitté le Vietnam, c'était une époque où déjà c'était un pays en guerre et après, on a vécu 3 ans avec le communisme ou sous le communisme et avec les communistes parce qu'ils habitaient vraiment à l'intérieur de la maison. Et la ville entière, la ville de Saigon, qui était 7-8 millions à cette époque-là, j'avais l'impression que toute la ville est tombée dans le silence, justement, dont j'en ai parlé, parce qu'on n'avait plus le droit d'écouter de la musique, on n'avait plus le droit de lire. Tout était considéré comme étant un acte anticulturel ou anti-révolutionnaire ou anti-patriotique. Et en plus, on devait dénoncer notre famille ou les membres de notre entourage qui posent un acte anti-révolutionnaire. Et donc, on a, pour protéger les uns et les autres, on essaie de ne pas parler, pour ne pas imposer le fardeau de l'information sur l'autre, surtout pour un enfant de 7-8 ans, comme j'étais. Et donc, on a arrêté de parler. Et quand on est arrivé en Malaisie, vous voyez, on n'avait pas d'identité. On jetait le plus possible toutes les cartes d'identité et tout pour que, si jamais on se faisait attraper, voilà, on pouvait mentir. Et donc, quand on est arrivé en Malaisie, sous nationalité, le premier document que nous avons reçu du Canada, sous nationalité, c'était apatride. Donc, en fait, on n'avait plus de langue, on n'avait plus de pays. En fait, pendant 4 mois, on n'appartenait à personne. Et donc, soudainement, comme ça, on est arrivé au Québec et on nous a offert une langue. On nous a offert une culture, mais surtout une langue pour parler. Et asiatique que nous sommes, je crois que c'est la même chose. En classe, on ne parle pas. Il n'y a personne qui nous pose la question, alors qu'est-ce que tu aimes, quelle est ta couleur préférée, et tout ça. Alors qu'au Québec, on n'arrête pas de nous poser des questions. Quel est ton plat préféré, quel jeu, et tout. Et donc, on était obligés de parler. Et cette langue m'a donné une voix. Et donc, je ne crois pas que je pourrais écrire dans une autre langue que la langue française. Que le français, oui. Alors, justement, ce que vous écrivez, Kim Thuy, avec Vie, le dernier roman en date, ce sont toujours des histoires d'exil, des histoires de femmes aussi qui prennent un peu le pouvoir pour sauver leur famille, qui sont aussi partagées entre la tradition, la modernité, qui arrivent justement dans des pays occidentaux et qui se retrouvent confrontés à ça. Donc, c'est un témoignage pour vous, l'écriture en français, justement, c'est une façon, peut-être par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure avec le Québec, de leur laisser quelque chose, de leur laisser une trace de votre parcours et de témoigner? Oui, le premier surtout, c'était les remercier de nous avoir reçus, parce quand on vient d'arriver, qu'on recevait l'aide, on était tellement débordés par toutes les connaissances à absorber qu'on n'avait pas la capacité de dire merci, de remercier en fait. Et donc parfois, ça prend 35 ans pour avoir le privilège de s'asseoir et écrire. Mais là, on n'a plus ces visages-là, on n'a plus ces gens-là à qui remercier. Donc c'est vraiment... Vous les remerciez là, dans les livres comme ça, au passage. Parce qu'il y a des moments avec des familles, justement, tout à fait, où vous avez un accueil chaleureux. En fait, je reconnais tout ce que vous avez dit là dans ce que j'ai lu de vous. Oui, et puis pour les femmes vietnamiennes, pour un pays comme celui-là, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient partis à la guerre, qui étaient sur les champs de bataille. Donc j'ai l'impression que les femmes sont des héroïnes qu'on oublie souvent de célébrer, comme les mères d'ailleurs. Parce qu'on le fait avec un naturel et une évidence tellement invisible que voilà. Comment vous expliquez ce succès considérable au Québec? Parce que vous êtes voilà, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que vous êtes une vraie vedette, comme on dit. Au Québec, vous faites les plus grands shows télé. Enfin, tout le monde vous adore là-bas. Et à chaque fois que je vais au Québec, j'y vais 2 fois par an pour les émissions. Et vraiment, à chaque fois, on me parle de Kim Thuy. Arrêtez avec Kim Thuy. Et tout le monde parle de Kim Thuy, c'est vrai? C'est probablement parce que je suis la seule vietnamienne qui a écrit. Qui a écrit. Donc ils ont dit tiens, l'immigrante de service. C'est moi en fait. Vous croyez? Non. Non,
Je vous dirais, j'ai eu la chance d'être invitée par le gouverneur général à faire partie d'une visite d'État en Asie du Sud-Est. Et on m'a assise, on était reçus par le roi de la Malaisie. Et c'est extraordinaire pour le Canada. Et c'est là où je crois que l'écriture nous permet d'effacer toutes les frontières avec la fiction, mais aussi cette chance de voyager. La première fois que je suis arrivée en Malaisie, c'était par bateau, en tant que réfugiée. Sur un bateau. Sur un bateau, et qu'on a repoussé le bateau. Et la deuxième fois, c'est dans un avion canadien, du gouvernement canadien, avec l'hymne national et tout ça. On descend, et j'étais vraiment reçue en tant que Canadienne. Vous imaginez, il y avait une confusion d'identité. Pour vous, il y avait une confusion d'identité? Pour eux. Pour les Malaisiens, peut-être. Oui, c'est ça. Et en même temps, je ressentais une fierté, en fait, d'être canadienne, parce que probablement, c'est un de ces rares pays dans le monde qui va prendre une réfugiée pour représenter le Canada. Et donc, j'étais assise à côté, on m'a assise, en fait, à côté du juge en chef de la Cour suprême, parce que j'étais la seule à avoir un passé juridique. Et du coup, il m'a demandé comme ça, alors expliquez-moi quelle est la dualité entre le droit civil et la common law, comment vous vivez la dualité du droit civil et de la common law au Québec. Et vous savez, au Québec, on a deux systèmes, on a deux influences et tout, mais je ne m'en souviens plus de ce cours. Et donc, je lui ai dit, mais vous savez, dans le quotidien, on ne ressent pas du tout la dualité. Et là, il a eu un doute sur mon rôle en tant que délégué officiel. Il dit, alors, quel est votre rôle dans cette délégation ? Et je ne savais pas c'était quoi mon rôle. Il n'y a personne qui m'avait expliqué. Appelez-moi le gouverneur. Oui. Et donc, j'ai inventé une réponse. J'ai dit, écoutez, au Canada, on a plusieurs critères à respecter. Le premier, ça prend une femme. Et je suis la femme des 8 délégués. Et ça prend une minorité visible. Et c'est vrai qu'en Malaisie, ça paraît pas trop, mais au Canada, oui. Et donc, ça fait 2. Ça prend une francophone, parce qu'au Canada, on a l'anglophone. Comme vous savez, c'est sensible. Donc, je suis francophone, je suis du côté du Québec. Et puis, ça prend quelqu'un qui est en art et culture. J'ai écrit un petit livre. Et là, maintenant, je peux prétendre que... et puis, ça prend quelqu'un avec un handicap. Et j'ai dit, je suis plus petite que tout le monde au Canada. Donc, c'est une chambre d'hôtel au lieu de 5. On sauve énormément d'argent en m'ayant dans la délégation, comme ça. Et il a arrêté de me parler complètement. Mais je crois vraiment que c'est la bonne réponse. Oui. Parce que le lendemain, j'ai rapporté cette conversation à l'équipe et aussi au gouverneur général, parce que d'un coup, que ça rebondisse, vous voyez, que quelqu'un a lui demandé. Alors, tout le monde a ri, mais il n'y a personne qui m'a confirmé ou infirmé. Oui, c'est ça. Donc, n'ayez pas de problème avec la justice. Hein. Non, je vous dirais que heureusement, il y a toutes ces frontières qui bougent. Ouais. Donc déjà, le français et l'anglais au Canada, au Québec surtout. Au reste du Canada, je pense qu'on s'en moque un peu de ces deux langues. Pas tant que ça. Hein. Il paraît que de plus en plus, à Vancouver, à Toronto. C'est vrai. Mais il n'y a pas de conflit. Alors qu'au Québec, il y a une réelle irritation. On dit même que ce sont les Canadiens, c'est Michael Jean de l'OIF qui a dit ça, et Nicolas Reeves, le fils d'Hubert Reeves, qui me disait ça il n'y a pas très longtemps à Montréal, que finalement, ce sont peut-être les Canadiens qui sont les Canadiens hors francophone, hors Québec, qui sont les plus fiers d'avoir deux langues. Tout à fait. Voilà, d'avoir l'anglais et le français, même s'ils ne le parlent pas. Alors qu'au Québec, on se bat pour préserver cette langue. Et on parle anglais quand même dans les rues de Montréal. C'est ça c'est le paradoxe. Bon, on va vous donner la parole parce qu'il est déjà 17h30. C'est passé très vite. On a passé 1 heure en votre compagnie. Ça passe très très vite avec Kim Thuy et avec Akira Mizubayashi. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je viens vers vous. Ça va peut-être nécessiter une longue réponse, mais comment nécessairement entrer dans l'écriture dans une autre langue change la vision du monde, change son approche du monde. C'est l'idée que je me fais. Est-ce que je suis dans l'illusion ou est-ce que vous avez ressenti ce que j'essaie d'exprimer? A-t-on un regard sur le monde qui change quand on change de langue, hein? C'est ça le résumé de votre question. Akira, Kim?
Ne vous battez pas. Akira. Mais justement, c'est pour avoir une autre vision du monde qu'on change de langue. Si, voilà, je dirais que une langue, c'est une sorte de prison. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'intérieur d'une langue. Et Roland Barthes disait même que la langue était fasciste. Et justement, quand on change de langue, on change de prison. Et l'entre-deux, il y a un espace intermédiaire entre la première prison et la deuxième prison. Il y a quelque chose qui vous libère. Si j'écris en français, par ailleurs, je continue à écrire en japonais aussi. Et puis, c'est un peu compliqué chez moi. J'ai écrit 7 livres en japonais avant de passer à l'écriture en français. Et donc, j'en ai écrit 4 jusqu'à présent en français. Mais surtout depuis 2011, l'année de la catastrophe de Fukushima, j'écris surtout en français. J'ai pratiquement arrêté d'écrire en japonais. Et c'est justement pour avoir une autre vision qui me libère de la culture de mon pays, qui est une culture essentiellement de soumission. Kim Thuy. Ah oui, tout à fait. Chaque langue, comme vous dites peut-être, je ne sais pas si c'est prison ou compartiment, mais je vous dirais que le vietnamien est très restrictif. Comment on dit ça? Restrictif? Non. Compartimenté? Contraignante aussi, non, parce que c'est une culture de réserve et de retenue. Et donc, je vous raconte une petite expérience. Quand j'étais avocate, justement, je devais être un peu l'interprète entre la délégation vietnamienne qui venait au Canada pour étudier la législation sur les agressions sexuelles. Parce qu'au Vietnam, il n'y avait pas encore de législation sur la question. Et comme ça, en français, on m'a parlé, on m'a expliqué qu'avant 1970, pour prouver qu'il y a viol, pour dire qu'il y a viol, il faut prouver qu'il y a eu pénétration. Et j'écoutais ça en français sans cligner des yeux. Oui, c'était même très technique. Et après, quand je me suis retournée pour traduire au groupe de Vietnamiens, aux législateurs vietnamiens, ben là, j'avais pas de mots, quoi. Et donc, j'aurais dit, je ne sais pas s'il existe vraiment un mot, mais on ne pouvait pas prononcer ce mot. Donc, je les ai regardés et j'ai dit, ah, vous savez, prouvez qu'il y a contact. Et j'ai fait les mains comme ça, contact. Et la personne canadienne a dit, ben non, contact. Et elle a fait le geste, vous voyez? Et je me souviens, tous les Vietnamiens avaient un cahier devant eux, ils ont tous fait et pour ne pas voir le geste. Et donc, si j'avais à écrire en vietnamien, je ne pourrais pas écrire comme j'écris. Et aussi, je n'aurais pas pu écrire le Vietnam avec ce recul. Vous voyez, mes parents ont perdu énormément quand ils ont quitté le Vietnam. Ils ont perdu une vie, une carrière, des amis, de la famille et tout ça. Alors que moi, j'avais mes parents et c'était suffisant. Et du coup, je peux avoir un recul sur l'histoire du Vietnam. Et donc, c'est grâce au Québec que je peux écrire. Merci pour cette réponse complète, illustrée et tout ça. Monsieur, bonjour, quel est votre nom? Je vous tiens le micro. Jean-René. Oui. Oui, j'ai une question à poser au monsieur le conférencier franco-japonais, dont je m'excuse de ne pas avoir retenu le nom. Excusez-moi. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'admiration d'une langue, d'une culture qui vous a en quelque sorte captivé. Mais à l'inverse, ici, il n'y a pas des choses qui vous ont choqué. Par exemple, dans l'expression, ou peut-être dans l'exubérance, ou même dans la prétention française, qui est une prétention un peu politique. On a des hommes politiques qui ont une certaine prétention en France, je pense que vous le savez. Et au contraire, que dans la culture japonaise, vous avez une retenue plutôt. Alors, comment vous avez géré un peu ces aspects contradictoires? Akira Mizobayashi. Oui, évidemment, quand on
essaye de connaître l'un de l'autre, on rencontre des choses insolites, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Nécessairement, c'est une succession d'étonnements et de chocs qu'on reçoit. Mais ça fait partie de l'apprentissage, donc je ne m'en offusquais pas et j'essayais de me les approprier, au contraire. Mais vous avez raison de souligner cet aspect-là. Peut-être je vous répondrai en vous parlant d'une sorte de sentiment de gêne qui m'a habité au cours de l'élaboration de mon deuxième livre qui s'intitule « Mélodie chronique d'une passion ». Alors, c'est un livre qui a été publié par M. Pontalis dans la collection L'un et l'autre. C'est un livre qui raconte la vie et la mort d'un animal, d'une chienne avec qui j'ai vécu pendant plus de 12 ans. Et voilà. Et comme j'avais le sentiment d'avoir appris énormément de choses sur l'humain, en vivant tous les jours avec un animal, après sa disparition, j'ai éprouvé le besoin d'écrire tout un livre sur lui. Et au cours de ce travail d'écriture, j'ai été confronté à des difficultés. Alors, il s'agit de parler d'un animal, d'une chienne. Et elle a eu des petits. Et pour parler de son expérience, il y avait quelque chose qui m'empêchait d'employer l'expression mettre bas. En français, il y a un vocabulaire exclusivement réservé aux animaux. Par exemple, on ne peut pas parler de visage d'un animal. On ne peut pas parler... je crois qu'en français, le mot manque pour parler de la moitié supérieure de la tête. Cette partie-là, ce n'est pas la bouche. Il y a un autre mot. Je savais qu'il était interdit d'utiliser les mots comme bouche, visage, pour l'acte qui consiste à mettre des petits au monde, à coucher, mais dans le vocabulaire japonais, dans la langue japonaise, les humains et les animaux partagent exactement le même vocabulaire. Alors ça a été une difficulté. Je ne pouvais pas utiliser ce verbe, cette expression « mettre bas » pour parler de l'expérience de Mélodie qui a eu ses 9 petits et pour parler d'une espèce de communication très très intime, très forte que j'ai eue avec elle. Je ne pouvais pas parler je voulais parler de son visage, de son regard, tout ça. Alors donc ça a été une difficulté, il fallait contourner la difficulté ou bien il fallait dépasser cette difficulté. Donc par moment, sciemment, j'ai utilisé des mots réservés aux humains. Je crois qu'on rencontre dans mon livre l'expression « le visage de Mélodie ». Mais pour faire comprendre à mon lecteur que je ne fais pas de faute, je connais quand même un petit peu les règles de la grammaire française, je mets en italique le mot « visage » à ce moment-là. Donc voilà, c'est le passage d'une langue à l'autre, le passage du français au japonais, ou du japonais au français, parfois ça pose des problèmes de cette nature aussi. Merci Akira pour cette réponse complète. Bonjour madame. Oui, bonjour. C'est dans le droit fil de ce que vous venez de dire, monsieur. Ce serait une question sur la traduction.
est-ce que vous traduisez ce que vous écrivez en français en japonais? Est-ce que c'est vous qui traduisez? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et inversement, est-ce que vous avez écrit en japonais et traduit en français? Et pour vous, madame, est-ce que vous êtes amenée à traduire ce que vous écrivez en français en vietnamien? Et quels sont les problèmes, naturellement, qui surgissent? Alors Kim, vous êtes traduit en 25 langues, dans 25 langues, pardon. Je traduis vers le suédois. Vous traduisez ou pas, vous? Non, pas du tout, parce que de un, quand on traduit, on doit retourner au texte, et là, on devient en désaccord avec ce qu'on a écrit. Donc, je veux changer moi-même le texte original. Donc, ça ne fonctionne plus. Et aussi parce que je ne maîtrise pas assez bien l'anglais pour être ma propre traductrice. Et quand on parle dans une autre langue, dans mon cas, en tout cas, c'est comme si j'avais un autre cerveau. Et en ce qui concerne le vietnamien, je vous dirais que le livre existe, oui. J'ai rencontré une dame qui est une auteure, une écrivaine d'origine chinoise qui écrit en anglais et dit que son livre existe, a été traduit en vietnamien, mais qu'il était censuré en Chine. Et moi, j'ai dit, ah, mon livre est en Chine, mais il n'existe pas au Vietnam parce que les éditeurs vietnamiens qui nous ont contactés, ils ont dit, ah oui, on aimerait beaucoup avoir votre livre, mais on va enlever toutes les pages où vous parlez de boat people. Et mon livre, vous savez, il n'y a que 100 pages. Et donc, il reste seulement les couvertures. La couverture est... Et donc, il n'existe pas en vietnamien. Et je vous dirais, je ne saurais pas comment traduire. Donc... ouais, jamais. Ouais, l'anglais, je fais juste lire, relire. Akira, vous traduisez? Non, je ne suis pas un traducteur professionnel. Non, mais vos livres. Hein, je ne traduis pas mes livres. Il m'est impossible de traduire mes livres. Non, c'est absolument impossible. Si on me donnait la possibilité d'écrire, par exemple sur Mélodie, sur la langue française, je pourrais écrire. Mais vraiment, ce serait des livres totalement différents. Si moi, je peux essayer, si j'essayais de traduire la première page d'une langue venue d'ailleurs, à chaque ligne, je crois, je serais tenté de dire autre chose, de modifier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, modifier. C'est parce que c'est la français qui a déterminé cette forme-là. Si c'était le japonais, ça donnerait une autre forme. Voilà. Donc, pour moi, c'est impossible. Je pourrais traduire des livres en français écrits par quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé. J'ai traduit Chagrin d'école de Daniel Pennac en japonais. Mais en ce qui me concerne, ma propre traduction, c'est absolument une entreprise impossible. Alors, à l'inverse, si vous écriviez en japonais ou en vietnamien, la langue française a-t-elle assez de mots pour traduire complètement une œuvre écrite en japonais ou en vietnamien? Vous pourriez répondre à ça ou pas? Oui, et je vous dirais, c'est pour ça que dans certaines expressions, moi, c'est plus l'anglais et le français que le vietnamien. Mais par exemple, des verbes comme to long for. Et on a cherché, et puis il y a aussi une autre phrase qui est en anglais, it steers my soul. Et j'ai pas été capable de traduire moi-même, et ni le traducteur. Donc, on a laissé le mot. Et dans le livre, à un moment donné, je disais le mot poire. Pour moi, il est rond. Et donc, on se disait, si on traduisait en anglais, si on dit pear n'est pas du tout rond. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse poire? Et dans ce cas-là, on traduit en bas de page. Et donc, la traduction est j'ai un diplôme en traduction et j'ai jamais travaillé en traduction parce que j'ai aucune capacité de le faire. J'ai juste étudié et oui, non, impossible. Akira, vous qui maîtrisez les deux langues, le japonais et le français, le français est-il assez riche pour traduire le japonais? C'est pas si évident. Il faut essayer, en tout cas. Oui. Ah, c'est pas évident. Tout est traduisible et rien n'est traduisible. Voilà. Il faut naviguer entre ces deux énoncés complètement contradictoires. Alors, en ce qui me concerne, quand j'écris en japonais, j'ai le sentiment de me traduire. Voilà. C'est-à-dire, il y a un détour qui se fait dans ma tête. Je passe pas nécessairement par la langue française quand j'écris en français. Mais en sens inverse, quand j'écris en français, je n'ai jamais ce sentiment-là. Je ne passe jamais par la langue japonaise. Au niveau de la conscience. Hein,
comment dire, dans les profondeurs du psychisme, je n'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau de ma propre conscience, quand j'écris en japonais, je me réfère souvent à ce que je pourrais dire en français. Alors qu'en sens inverse, ça ne m'arrive jamais. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Mais ceci dit, il y a beaucoup en fait de lecteurs qui m'écrivent et disent oui, on sait que tu écris en français, qu'on a lu un livre en français, mais l'impression qu'ils retiennent, c'est qu'ils ont lu un livre vietnamien. Ah oui, qui a été traduit. Non, mais que oui, qu'ils ont lu en vietnamien, même s'ils ne connaissaient pas la langue vietnamienne. Donc je me demande si justement mon français est complètement influencé par la musicalité de la langue vietnamienne. Moi, pour avoir lu les 3 livres, effectivement, on ressent une culture, en tout cas de la langue, qui est très différente des livres romans contemporains qu'on lit habituellement. Oui. Voilà mon handicap. Non, au contraire. Ok, l'handicap. Non, mais c'est vrai. Non, mais je crois que c'est. Mais c'est formidable. Au contraire, c'est réussi. Ça veut dire qu'on est à fond dans l'histoire. Formidable. Tout va bien, Kim. Vous avez une question, une dernière question parce qu'il est 18h46, 17h46. Oui. Oui, j'arrive, madame. Alors 2 questions et puis on arrête. Allez-y, monsieur. Pardon. Malik Arbaoui. D'abord, merci à vous 3 pour ce show et je n'ai pas trouvé de mots en français pour décrire ce à quoi on a assisté maintenant, franchement. Jouissance. Ah, peut-être. Ah non, hein. Ça continue pas. Hein. Vous repartez pas, on s'en sort pas. Allez, il nous reste 3 minutes. Alors, jouissance en 3 minutes. Je voulais juste faire référence à un romancier francophone d'origine algérienne, Kateb Yassine, qui a parlé de la langue française comme son butin de guerre. Et il a utilisé, enfin, il a retourné les valeurs du humanisme que porte la langue française pour devenir l'un des anticoloniaux les plus affirmés, non seulement en Algérie, mais aussi il a fait jonction ici avec les milieux anticoloniaux français. Voilà, je voulais juste vous dire, et c'est, je crois, dans le cadre des Voix d'Orléans important, vous-même, qu'avez-vous l'impression d'apporter à la langue française? Vous avez parlé de ce que vous a apporté la langue, mais vous-même, est-ce que vous avez l'impression que vous apportez quelque chose à la langue, au monde francophone? Voilà. Alors, je crois qu'ils ont répondu pendant 1 heure, mais vous voulez rajouter quelque chose sur le Moi, sujet? je vous dirais que non, je n'apporte rien encore. Je ne fais qu'apprendre pour le moment de la langue française. Je l'apprends encore et je pense que je vais mourir frustrée, quoi, parce que je ne réussis pas à la maîtriser. Voilà. Akira? Non, je n'ai pas le sentiment d'apporter quelque chose à la langue française. C'est la langue française qui m'apporte beaucoup de choses. C'est comme ça. Moi, j'écris en français pour me faire du bien. Hein, pour me faire du bien. Et comme moi, je reprendrai ce que François Truffaut a dit à propos de son art cinématographique. Il disait, voilà, je fais des films pour me faire du bien. Et si mes films sont réussis, ça peut éventuellement faire du bien aux autres. Hein. Voilà. Je peux ajuster juste un petit truc. Il y a une recherche qui vient de sortir justement d'un Vietnamien sur les temps de verbe, parce que le vietnamien n'a pas de temps de verbe. On est toujours à l'infinitif. Et donc, on a une particule de temps qu'on ajoute au début de la conversation. Et puis, il n'y a pas de confusion, étrangement, entre nous. C'est toujours infinitif. Et donc, il disait, la langue vietnamienne, n'ayant pas le subjonctif, on ne fait pas de scénario. Donc, c'est jamais « Ah, si j'étais plus grande, est-ce que... vous voyez? Et donc, on est juste avec un scénario. On n'a qu'une histoire. Voilà. Madame, bonsoir. Dernière question. Allez-y. Oui, bonsoir. Je suis Loan Lam et c'est juste une remarque. Je suis d'origine vietnamienne, de Saigon, comme Kim Thuy. Et donc, je suis très touchée de l'avoir aujourd'hui. C'est juste pour une question au sujet de est-ce que j'habite le français? Je dis oui, j'habite le français puisque ça fait plus de 30 ans que je vis en France. Et je réponds oui, on peut l'habiter. Mais en même temps, je suis aussi traductrice pour Faut pas rêver, par exemple, quand ils font des émissions en vietnamien. Et donc, je dis qu'à ce moment-là, il y a comme un dédoublement de ma personne, en fait, même si j'habite le français. Et tout à coup, donc je veux dire qu'une langue, c'est pas seulement une technique,
mais aussi à la fois tout le psychisme, toute la partie affective qui entre en jeu. Et donc, je m'enrichis de l'une et de l'autre langue, bien que le français soit devenu ma langue maternelle. Et je suis née, enfin, je vais dire que j'ai vécu toute mon enfance au Vietnam. Donc voilà. Merci madame, merci pour ce mot de conclusion pour le coup que vous pouvez applaudir. Merci à vous. Merci Kim Thuy. Quelle magnifique orgie culturelle nous avons vécue tous ensemble. Vie est paru aux éditions Liana Lévy, vous le retrouverez à la librairie éphémère qui se trouve ici. Et puis Akira Mizubayashi, une langue venue d'ailleurs aux éditions Folio. Voilà, je vous remercie sincèrement.